Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle. Et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo des films à voir. Et aujourd'hui je vous ai concocté un petit programme que vous devriez vraiment aimer. Et on commence tout de suite avec le premier film qui est Thelma et Louise. Thelma et Louise, c'est un film, un road movie sorti en 1991. Le 7e film de Ridley Scott, déjà auréolé du succès d'Alien et de Blade Runner, et qui s'entoure de Suzanne Sarandon, Geena Davis ainsi qu'Harvey Keitel, faisant également démarrer la carrière du jeune Brad Pitt. Le film produit pour un budget de 16,5 millions de dollars, à la BO signée Hans Zimmer et lauréat du meilleur scénario original, est écrit par la scénariste Callie Khouri. Ce film a d'ailleurs failli ne jamais voir le jour devant la méfiance du bon nombre de producteurs et réals, en raison de son thème et de sa scène finale d'anthologie qui tranchait avec la production hollywoodienne classique. À sa sortie, ce film suscite une polémique aux États-Unis, notamment parce qu'il met en scène deux héroïnes, répondant par les armes à la violence masculine. Il est aujourd'hui considéré comme un véritable classique, voire même un chef-d'œuvre, et a influencé d'autres films et œuvres artistiques, et est devenu un film culte du féminisme. Il raconte l'histoire de deux amies, Thelma et Louise, qui partent en voyage, mais un drame fera qu'elles se retrouvent en cavale et s'enfoncent dans la criminalité. Et n'ayons pas peur des hyperboles, ce film est un chef-d'œuvre. Ce film, c'est un des meilleurs de Ridley Scott, dont on regrette aujourd'hui une telle maîtrise. Ce film, c'est 2 heures de bonheur absolu parmi les grandes contrées américaines, magnifiées par la caméra du réalisateur. Les deux actrices sont excellentes dans leur rôle, étant attachantes, fortes, téméraires, aventureuses, et se font véritable représentantes de l'émancipation féminine vis-à-vis du patriarcat. Elles sont ultra attachantes, belles, badass, et je les kiffe malgré leurs actes, mais qui trouvent chaque fois une justification. D'ailleurs, leurs personnalités évolueront tout au long du métrage, n'étant pas celles qu'on connaît au début. C'est un film ouvertement féministe, mais qui en parle avec une justesse qu'on ne retrouve plus de nos jours. Et aussi, niveau personnage, on parle du personnage de Brad Pitt, qui est un vrai petit con, faut le dire, mais qui en résulte un petit attachement, tout comme celui campé par Harvey Keitel, qui lui va être aux antipodes de tout ce qu'on nous fait comme représentation féminine dans le film, qui est assez attachant et qui veut véritablement aider les deux héroïnes, mais qui, sans spoiler, échouera un petit peu. Comme je l'ai dit, les paysages sont magnifiques. Scott il va parler de l'émancipation de la femme, chose peu étonnante quand on sait qu'il est à l'origine d'une des plus grandes héroïnes de cinéma en la personne d'Hélène Ripley. Et si on rigole, on voit que ces deux personnages sont poussés à la violence, et cette violence ne fera qu'augmenter au fur et à mesure jusqu'au plan final iconique, magnifique, et bien plus en avance sur son temps que les autres Barbie et Charlie's Angels que l'on peut nous sortir. Et oui, Charlie's Angels j'ai pas vu, mais Barbie je n'aime pas du tout. Et c'est donc un excellent film que je vous encourage à découvrir d'urgence, et qui ne vous laissera vraiment pas indifférent. Je voudrais ensuite toucher un mot sur un film sorti plus récemment, en 2013. Ce film en question, c'est Gangster Squad. Gangster Squad, c'est un thriller polar américain, sorti donc en l'année 2013 et réalisé par Ruben Fleischer, réalisateur donc des Venom ou de Bienvenue à Zombieland, et tiré du livre Tales from the Gangster Squad de Paul Biederman. Ce film il est porté par un très très gros casting, à savoir Ryan Gosling, Josh Brolin, Sean Penn, Emma Stone, Anthony Mackie, Robert Patrick, Giovanni Ribisi, Nick Nolte et j'en passe. Et il va nous conter donc dans le Los Angeles de 1949 l'histoire d'une brigade de policiers qui va être en charge de faire tomber le parent du crime, Mickey Cohen. Et ce film, il était vraiment cool. Alors, oui, ça fait un peu Les Incorruptibles, mais c'est très bien mené. D'ailleurs, Fletcher, je crois que je l'ai jamais vu faire un aussi bon film. Les acteurs sont tous bons, ils sont vraiment très bons, une bonne alchimie, on s'attache vraiment à toute cette équipe, c'est ultra plaisant à voir. Il y a un rythme de fou, on ne s'ennuie pas. Sean Penn en méchant, il est mais excellent. Au niveau des costumes, des décors, c'est de même extrêmement réussi. Les scènes d'action sont assez bien faites, franchement. Puis même, voilà, ça va vite, on s'ennuie pas. Est-ce que j'aurais voulu plus de développement sur les personnages secondaires ? Oui. Après, est-ce que ça m'a gêné dans mon appréciation de l'œuvre ? Non. Donc, foncez voir Gangster Squad. Je voudrais ensuite aborder
Le cas du film Chronicle. Chronicle, c'est un film réalisé par Josh Trank, réalisateur des Funkadstick, qui apporte ici un vent de fraîcheur dans le monde des super-héros, en usant d'un genre surtout connu dans le monde de l'horreur, le found footage. Le film est porté par Dan Dehan, qui jouera les vilains dans The Amazing Spider-Man 2, de Michael B. Jordan, qui retrouvera le réalisateur pour son Funkadstick, et d'Alex Russell. Produit pour un budget de $12 millions, le film en engrange 126 millions, ce qui en fait un gros succès. Ce long métrage raconte l'histoire de 3 adolescents qui vont entrer en contact avec une matière mystérieuse, qui les dotera de pouvoirs télékinétiques. Ils apprennent à s'en servir, devenant de plus en plus puissants, ils vont établir des limites, mais l'un d'eux ne sera pas de cet avis. Et Chronicle, c'est vraiment cool. Ici, le film, il fait du méta-humain une figure réaliste et le place dans notre monde, avec tous les risques que ça comporte. En effet, Trank parle de beaucoup de sujets liés au lycée, comme le harcèlement, l'alcool, le sexe, mais aussi la maltraitance et la maladie. Sujet catalysé par le personnage de Dan Dehan, qui est l'élément moteur du métrage, qui est assez attachant, autant qu'il est terrifiant. D'ailleurs, ce trio est généralement attachant, avec une vraie alchimie, une vraie complicité, qui nous fait nous attacher à eux. Michael B. Jordan et le second acteur, Alex Russell, étant un petit peu la voix de la raison. Ici, Trank ancre son récit dans un monde très réaliste, et interroge notre réaction si on avait de pareilles capacités, les dégâts que cela engendrerait, et de qu'est-ce qu'on ferait, de ce qu'on choisirait entre le bien et le mal, et surtout sur notre place vis-à-vis de l'humanité entière. D'ailleurs, le final est vraiment bon et impressionnant, avec une fin des plus brutales. C'est bien mis en scène et le réal trouve quelques astuces pour transgresser l'aspect found footage. C'est donc un film très intéressant que je vous encourage à regarder, tant une telle proposition est rafraîchissante dans le monde des super-héros. Je voudrais ensuite toucher un mot sur le film Bronson. Bronson, c'est un biopic de Nicholas Winding Refn, sorti en 2008, et porté par le seul et unique Tom Hardy. Il est basé sur la vie de Charles Bronson, considéré comme le prisonnier le plus violent d'Angleterre. Et Bronson, c'est un très bon film, et cela est dû majoritairement à la performance de son interprète Tom Hardy, qui livre une des plus belles performances de sa carrière. L'acteur est totalement habité par le rôle, passant par une variété d'émotions impossibles. Hardy retranscrit une véritable folie, une véritable violence derrière cet homme, qui voit en le milieu carcéral de véritables vacances, et qui se sent plus chez lui entre quatre murs que dans un monde dont il se sent étranger. Une œuvre violente qui va montrer la bestialité de son sujet au travers de violents combats très sanglants. D'ailleurs, la partie One Man Show, si elle appuie encore plus sur la performance de son acteur, non nominé aux Oscars, ce qui est absolument scandaleux, va servir à montrer un personnage complexe, qui se complaît dans la violence, qui ne comprend pas vraiment l'humanité, qui ne comprend pas l'humain, qui ne comprend pas les émotions humaines, qui va également se complaire dans l'art, qu'il soit pictural ou même l'art de la violence. L'art pictural, on va le voir surtout dans la dernière partie et dans quelques moments totalement illusoires. Et l'art de la violence va s'expliquer par toutes les bagarres qui ont lieu durant le métrage. Ce film montre toute la cruauté et la violence qui a trait au milieu carcéral, où de par cette violence, Tom Hardy va être totalement traité de manière comme un animal. Il va être totalement animalisé et le semblant d'humanité qui peut régner dans la prison sera totalement annihilé. Bronson est de même très beau visuellement, appuyant sur des tons très chauds et étant des fois de véritables folies visuelles, même s'il n'est pas une orgie de couleurs comme peuvent l'être bien d'autres films de Nicholas Winding Refn. Ensuite, changeons totalement de registre avec le film Hostile, western réalisé par Scott Cooper, sorti en 2018, et qui est considéré par beaucoup comme un des meilleurs westerns des années 2010, aux côtés de Django ou des 8 salopards par exemple. Et autre que son réalisateur, qui est très intéressant, à savoir Scott Cooper, qui continue ici de dépeindre cette Amérique perdue, qu'on ne va pas vraiment visiter comme il l'a fait dans Les Brasiers de la Colère, Affamé ou encore Strictly Criminal. Ici, il s'entoure d'un assez gros casting avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Jesse Plemons, Timothée Chalamet ou encore Jonathan Majors, et décrit le parcours d'un lieutenant éprouvé par les batailles et contraint d'escorter Yellowhawk, chef de guerre Cheyenne mourant sur ses anciennes terres tribales. Puis après avoir pris la route, il va rencontrer Rosalie Quaid, seule rescapée du massacre de sa famille par les Comanches, et la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur périple. Et sur le périlleux chemin qui va les conduire du Nouveau-Mexique jusqu'au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire preuve de solidarité pour survivre à l'environnement et aux tribus Comanches qu'ils rencontrent.
Et Hostile, c'est un super film. En effet, autre que de n'être qu'un simple road movie, Hostiles, c'est une recherche d'une humanité perdue. Perdue à cause de la violence qui habite ce monde qui est juste magnifique. Scott Cooper met très bien en scène tous ces magnifiques paysages, qui sont magnifiés, ce qui renforce toute l'atmosphère de son métrage. Et cette violence, elle réside chez tous les protagonistes, et dans les épreuves qu'ils rencontreront. D'ailleurs, ces protagonistes sont très bien interprétés. Big up à Christian Bale et Rosamund Pike, qui ont une superbe alchimie et ont le point commun d'avoir perdu toutes les personnes qu'ils aimaient, se retrouvent comme deux âmes perdues et meurtries en quête de guérison. J'ai également beaucoup aimé la dualité qui réside entre Bale et Studdy, car ses ennemis vont se découvrir beaucoup de points communs et éprouver l'un envers l'autre un respect mutuel. Ce voyage il est magnifique, que ce soit visuellement, mais aussi dans son récit, qui est assez atmosphérique, mais jamais ennuyeux. Et on est happé dans cette histoire. À chaque nouvelle épreuve, on a peur que ce petit conte ne s'en sorte pas, et on est surpris par le destin de certains personnages. Scott Cooper va livrer ici une vraie critique du génocide commis par les Américains contre les tribus indiennes. Et il y a des scènes marquantes, la fin est assez belle, même si nécessairement tragique. Et en somme, c'est un des plus beaux westerns de ces dernières années que je vous conseille de découvrir. Ensuite, parlons horreur avec le 4e film de James Wan, après Saw, Dead Silence ou encore Death Sentence, produit pour 1,5 million de dollars et tourné en avril 2010 à Los Angeles avec au scénario le collègue habituel de James Wan, Leigh Whannell. Et ici donc Insidious est porté par Patrick Wilson ou encore Rose Byrne, Barbara Hershey ou encore Ty Simpkins. Et il raconte l'histoire de deux parents et de leurs 3 enfants qui emménagent dans une maison, mais malheureusement ils sont hantés par des événements de plus en plus terribles. Et un jour, l'enfant va tomber dans le coma et ils devront se battre contre les entités qui veulent posséder son corps. Insidious, c'est un bon film, un des films les plus flippants que j'ai vu, je pense. C'est très très bon, c'est très bien rythmé, la mise en scène est belle, on a un lore extrêmement intéressant, et les acteurs jouent assez bien, c'est pas très cliché, et on a vraiment, comme dans Conjuring, un peu les Ghostbusters version réaliste, pour être extrêmement caricatural. On a ici une vraie culture du jumpscare, car James Wan ici va vraiment essayer de nous surprendre, de nous faire sursauter, de faire monter la tension, de faire monter la sauce, et il n'y a vraiment pas trop de facilité scénaristique, ce qui est ultra appréciable. Le lore, comme je l'ai dit, est très intéressant, le duo d'acteurs sont extrêmement touchants, et le tout est vraiment extrêmement bien fait, c'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande de le regarder. C'est donc la fin de cette nouvelle vidéo film à voir. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux films. Merci beaucoup du visionnage et à bientôt sur Critique Multiverselle.